Bonjour à tous, nous voilà donc partis pour une nouvelle conf de neurologie. On va commencer avec deux dossiers courts qui traiteront de deux syndromes dont la distinction vous pose parfois problème, puis nous ferons trois dossiers longs. Le premier dossier, il s'agit de Madame Henriette, elle a 76 ans, elle est amenée en consultation par son époux pour des troubles amnésiques. La première question, c'est quels sont les points forts de votre examen clinique devant une telle plainte? Je vous laisse pour cette question 6 minutes.
Les points forts de l'examen clinique doivent commencer par l'interrogatoire. Toujours devant une plainte mnésique, pensez à interroger le patient sur ses antécédents familiaux, patient ou sa famille, sur les antécédents familiaux, sur la date de début des symptômes, car le mode évolutif va être particulièrement important. On évoquera des étiologies différentes, selon qu'il s'agit d'une plainte mnésique d'évolution rapidement progressive ou lentement progressive. Il faut aussi interroger le patient sur l'existence de paliers évolutifs ou de poussées. Comme d'habitude, pensez à demander au patient ou à sa famille si le patient pratique une profession à risque, s'il y a des habitudes à risque, s'il prend des traitements spécifiques, s'il y a des antécédents notables qu'il faudrait évoquer. Enfin, qui dit plainte mnésique dit retentissement potentiel sur l'autonomie, à évaluer là encore avec la famille. Ensuite, on va faire un examen neuropsychologique détaillé en évaluant une à une les fonctions cognitives. On évaluera dans un premier temps la vigilance du patient. Est-ce que le patient est obnubilé ou pas? Enfin, on évaluera une à une ses fonctions, l'orientation tout d'abord dans le temps et dans l'espace, le comportement, est-ce que le patient a des hallucinations, des épisodes d'agressivité, une désinhibition, la mémoire. Enfin, avec les différentes modalités mnésiques, ça c'est important, savoir reconnaître un trouble de la mémoire épisodique, de la mémoire de travail, de la mémoire sémantique. Enfin, décrire des anomalies du langage. Alors quand on parle d'anomalies du langage, il peut s'agir d'un trouble de la fluence verbale ou de la compréhension. Ensuite, vous ferez des petits tests avec le patient pour évaluer s'il ne souffre pas d'apraxie. Il peut s'agir d'apraxie différentes, de type idéomotrice, idéatoire, réflexive ou visioconstructrice lorsqu'il s'agit de reproduire un dessin spécifique. Dernier élément de ces fonctions cognitives, il s'agit des gnosies et surtout l'évaluation de la conscience que le patient a de son trouble et rechercher donc une anosognosie. Dernier point aussi important, rechercher un signe de localisation de type frontal avec la recherche d'un grasping réflexe, d'un comportement mauriaque ou au contraire très apathique. Tous ces éléments vous orienteront vers l'étiologie. Toutes ces fonctions cognitives, vous pouvez les évaluer de manière plus globale grâce à certains scores comme le MMS ou une batterie frontale appelée BREF. Mais il n'y a pas que l'évaluation de ces fonctions cognitives qui vont vous orienter vers l'étiologie de la plainte mnésique de la malade. Il y a aussi l'examen neurologique autre, rechercher des signes de localisation neurologique, en particulier des signes qui sont fréquemment rencontrés en association à une plainte mnésique, notamment un syndrome extrapyramidal, l'existence d'une limitation des mouvements du regard, notamment vers le haut, la verticalité, comme on peut rencontrer dans une pathologie appelée paralysie supranucléaire progressive. On va rechercher une atteinte des voies pyramidales, un syndrome pseudobulbaire, des myoclonies ou un syndrome cérébelleux qu'on peut notamment rencontrer dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui va donner une détérioration cognitive rapidement progressive. Enfin, pensez toujours à l'examen général, car on peut avoir des troubles mnésiques en rapport avec une maladie plus systémique, dans laquelle on peut rencontrer des signes généraux et notamment une fièvre. Donc toujours organiser votre examen en plusieurs étapes, n'oubliez jamais l'interrogatoire. L'examen des fonctions cognitives doit être détaillé sur votre copie avec chacune des fonctions que nous avons vues précédemment. Troisième point, l'examen neurologique complet en dehors de ces fonctions cognitives. Et enfin, un examen général plus étendu. Vous examinez enfin votre patiente et là, vous êtes surpris parce qu'elle exprime finalement pas grand-chose, elle dit que tout va bien. Son mari, quant à lui, explique que ça fait environ 4 ans que les troubles ont commencé. Au début, elle avait du mal à retenir où étaient certaines choses, elle oubliait des rendez-vous. Puis petit à petit, ces oublis sont devenus de plus en plus fréquents et ont commencé à retentir sur son autonomie. Elle a commencé à avoir de plus en plus de mal à poursuivre ses activités de la vie quotidienne, comme la cuisine ou la broderie.
Puis, finalement, elle qui était très organisée dans ses comptes, maintenant laisse son mari les gérer. Elle a du mal à trouver ses mots. Ça fait plusieurs temps qu'elle a du mal à trouver ses mots, mais son mari avait mis ça sur le compte de son âge avancé. Mais ce qui l'a inquiétée et qui l'a conduit à consulter, c'est le fait que la dernière fois qu'elle est sortie seule, elle s'est perdue et il l'a retrouvée 5 heures plus tard sur un banc dans un parc près de leur domicile. Décrivez, question numéro 2, les éléments sémiologiques que vous apporte le récit de l'époux d'Henriette. Je vous laisse 5 minutes.
Les éléments sémiologiques qu'il fallait retrouver dans l'énoncé ici étaient premièrement, dès la première phrase du récit de l'époux, cette notion d'anosognosie. La patiente n'a pas conscience du trouble dont elle souffre. Ensuite, il nous dit qu'elle a du mal à trouver ses mots. Ça s'appelle un syndrome aphasique. Ensuite, il explique qu'elle ne peut plus poursuivre ses activités de la vie quotidienne, elle ne sait plus broder, elle ne sait plus gérer ses comptes. Ceci reflète un probable syndrome apraxique. Enfin, l'association de ces symptômes a entraîné chez Henriette une perte d'autonomie progressive sur une durée d'évolution ici de 4 ans, donc une évolution chronique. Quel diagnostic suspectez-vous? Je vous laisse 2 minutes. Le diagnostic était assez classique, était ici celui d'une maladie d'Alzheimer en phase d'état, car il s'agissait d'une patiente âgée de plus de 60 ans, avec un tableau, on l'a vu, d'évolution progressive sur plusieurs années, associant un syndrome classique dit aphaso-apraxo-agnosique, on l'a vu à la question précédente, en phase d'état, car cette association de symptômes entraîne ici une perte d'autonomie. Dans le cadre du bilan de son affection, vous avez demandé une IRM cérébrale. Je vous demandais pourquoi, dans quel but, et que retrouvez-vous sur l'imagerie que je vous donnais. Je vous laisse ici 5 minutes.
qu'il faut bien comprendre, c'est dans le cadre de troubles cognitifs, le but de l'imagerie cérébrale est avant tout de rechercher une cause curable. Donc la raison pour laquelle j'ai demandé une imagerie cérébrale ici n'était pas pour faire le bilan d'une maladie d'Alzheimer, mais pour éliminer certaines autres causes, notamment un hématome sous-dural, une hydrocéphalie, une tumeur. Mais ce qu'on pouvait noter, c'est que chez cette patiente, on retrouvait une atrophie cérébrale qui est diffuse. On voit bien que les sillons sont élargis, les ventricules aussi. Mais cette atrophie cérébrale est particulièrement marquée au niveau de la zone temporale interne. Ici, des deux côtés, on voit bien l'élargissement des ventricules latéraux au niveau de ces cornes temporales. Ces régions temporales internes, on les appelle aussi régions hippocampiques. Question numéro 5, que pouvez-vous proposer à Henriette sur le plan médical? Je vous laisse 5 minutes.
On voit bien ici que l'association clinique et radiologique était fortement évocatrice d'une maladie d'Alzheimer typique. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on peut proposer un traitement symptomatique des troubles cognitifs. On utilise pour ça des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. C'est par exemple l'Aricept ou l'Exelon, aussi le Réminil. Cette prescription, je vous le rappelle, est réservée aux spécialistes qui va proposer une prescription à dose progressive. Ensuite, l'adaptation des doses et le suivi pourront être réalisés vers le médecin traitant. Vous comprendrez bien que cette prise en charge symptomatique est nettement insuffisante. Il faudra en plus proposer à notre patiente des mesures sociales qui commenceront par une prise en charge à 100%, mais aussi, et là ce sera important pour elle et pour son époux, des aides au domicile, avec passage d'une infirmière pour dispenser les médicaments, aide à la toilette, portage des repas, mais aussi une aide financière qui, à cet âge-là, consiste en l'allocation pour l'autonomie. N'oubliez pas, chez ces patients en perte d'autonomie progressive, de proposer des mesures de protection judiciaire. Il s'agira dans un premier temps d'une sauvegarde de justice, puis éventuellement une curatelle ou une tutelle.